Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous proposer une séance de rattrapage des meilleurs moments de l'émission. Au sommaire ce soir, plusieurs invités qu'on a adoré recevoir et du débat bien sûr. En fin d'émission, vous retrouverez aussi vos chroniqueurs de l'été, Théophile Cossa et Marjorie Adelson. Mais tout de suite, on commence avec Sylvie Chocron, neuropsychologue, qui nous explique pourquoi le cerveau est lui aussi addict au bronzage. Et oui, Julia Von Est nous éclaire. Bonsoir Sylvie Chocron. Bonsoir. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS. Vous avez publié ce livre, Plongé dans votre cerveau. L'explorer, c'est l'apprivoiser, c'est aux presses de la Cité. Julia, vous êtes penchée sur un passage du livre, alors c'est assez étonnant, qui fait le lien entre notre passion du bronzage et le cerveau. Oui, c'est un passage du livre important parce que c'est vrai qu'on est beaucoup quand même à vouloir se faire bronzer, mais c'est pas sans danger. La Ligue contre le cancer lance une nouvelle campagne de prévention. C'est l'histoire, vous allez le voir, de deux copines saucisses qui bronzent sur la plage, sans chapeau, sans parasol et surtout sans crème solaire. Regardez. Attends, tu mets pas de moutarde? Non, je vais être bien grillée pour la rentrée. Non. On n'est pas des saucisses. L'exposition au soleil cause 80 000 cancers de la peau et 2000 décès par an. Été comme hiver, sous le soleil ou les nuages, protégez-vous. Une campagne drôle et décalée, visible sur les affiches en pharmacie ou via ce spot vidéo. Pour rappel, 8 cancers de la peau sur 10 sont dus aux rayons ultraviolets. Ils sont en augmentation. En 35 ans, le nombre de cas de mélanome a été multiplié par 4. Alors, Sylvie Chocron, expliquez-nous concrètement ce lien entre le cerveau et cette addiction au bronzage. Alors, vous avez raison. D'ailleurs, cette addiction au bronzage, elle porte un nom. On appelle ça la tanorexie, quand on ne peut pas se passer du soleil. Et effectivement, ce que des chercheurs australiens ont découvert, c'est que lorsque vous exposez votre peau au soleil, vous avez une réaction inflammatoire d'abord sur la peau, ce qui va provoquer le coup de soleil, mais vous avez immédiatement une activation dans les régions de votre cerveau qui sont aussi impliquées dans la dépendance et les addictions. Et au départ, le soleil, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est ce qui va permettre le métabolisme de la vitamine D. C'est pour ça qu'on va véritablement vers le soleil. Le problème, c'est que si on est dépendant du soleil, alors à ce moment-là, on va véritablement activer dans notre cerveau des régions qui sont impliquées dans la dépendance, dans les addictions, et on va devenir de plus en plus dépendant. Et c'est comme ça qu'on a montré que même certains sujets qui avaient un cancer de la peau, à qui on interdit le soleil, lorsqu'ils sont véritablement anorexiques, ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller au soleil. Alors, on apprend vraiment plein de choses qu'on ignorait en lisant votre livre, et notamment, quelque chose qui est assez surprenant, c'est que quand on a des comportements altruistes, c'est bon pour notre cerveau, ça peut nous rendre heureux. Exactement. Donc, on sait en fait que faire du bien, littéralement, nous fait du bien. Les théoriciens de l'évolution pensent même que l'altruisme a été associé au plaisir pour pouvoir être conservé tout au long de l'espèce, de l'évolution de l'espèce. Parce que sinon, c'est coûteux de faire du bien, c'est coûteux de donner un organe, c'est coûteux de donner de l'argent, de donner du temps. Et donc finalement, le meilleur moyen de conserver cet altruisme, c'était de l'associer au plaisir. Et il se trouve que dans notre cerveau, on a un seul circuit du plaisir. Et ce circuit du plaisir peut s'activer quand on fait du bien, il peut s'activer quand on mange du chocolat, il peut s'activer quand on écoute de la musique, et ainsi de suite. Et donc, véritablement, on a montré, il y a eu des expériences qui ont montré que dépenser notre argent pour les autres pouvait nous rendre plus heureux que dépenser cet argent pour nous-mêmes. Donc, oui. À propos de vacances, comment on fait pour couper, pour reposer notre cerveau? D'ailleurs, est-ce qu'il faut tout couper? Est-ce qu'il faut tout arrêter? Ou continuer à l'entretenir un peu en faisant des mots fléchés, peut-être? Alors, vous avez raison. La question, c'est est-ce qu'il faut couper ou pas? Pour le cerveau, le repos, c'est pas forcément tout arrêter. Par contre, je pense qu'on peut rassurer tout le monde. Toutes les activités qu'on est censé faire pendant qu'on est en vacances, être avec des amis, discuter, avoir des moments conviviaux, découvrir de nouveaux endroits, faire du sport, faire des jeux même, tout ça fait travailler notre cerveau, et tout ça est bon pour notre cerveau. Donc on va rentrer plus intelligent. On va rentrer plus intelligent, plus attentif, capable de mettre vraiment en jeu nos capacités cognitives. Donc oui, il faut céder au plaisir des vacances. Merci beaucoup en tout cas Sylvie Chocron d'être passée par 28 minutes. Bonsoir Serge Zaka. Bonsoir à tous. Alors vous êtes agroclimatologue, vous publiez ce livre Orage sur le climat.
Alors, Serge Daca, vous le dites dans votre livre, pour vous, la médiatisation, elle commence en avril 2021, au moment où la France est frappée, donc nous sommes au printemps, par un épisode de gel, vraiment très très fort, très très puissant. Et à ce moment-là, vous recevez un coup de téléphone, celui du ministre de l'Agriculture de l'époque, Julien de Normandie. Vous avez averti les agriculteurs, notamment sur les réseaux sociaux. Et le ministre vous dit, mais comment vous avez fait pour prévoir finalement cette catastrophe? Et en gros, il découvre, eh bien, vous, ce que vous êtes, agroclimatologue. Est-ce que vous diriez que finalement, il y a un problème entre les connaissances finalement scientifiques et les nouvelles connaissances en termes de climat et ce que savent les politiques? Alors il y a effectivement un trou entre la connaissance scientifique, qui est assez de pointe en France, on a l'INRAE notamment qui travaille dessus, et la connaissance des politiques de ces résultats scientifiques. Avril 2021 a été un exemple marquant, puisque vous allez me dire, il y a eu un épisode de gel, 2 milliards d'euros de perte de rendement sur la vigne et l'arboriculture. Qu'est-ce que ça a à voir avec le changement climatique? Bien sûr. C'est du gel. Et donc, on m'a posé la question, mais comment ça se fait que dans un contexte de changement climatique, on a des dégâts dus au gel? Je pensais qu'il y en aurait moins. Effectivement, ce n'est pas le cas. Parce que, d'après les résultats de mes collègues ou des travaux que j'ai pu effectuer à l'INRAE, eh bien, la douceur du printemps fait qu'on a une floraison qui sera de plus en plus en avance, donc des végétaux qui sont plus sensibles au gel. Certes, le gel est moins important en avril, mais vu que les végétaux sont plus sensibles à cause du changement climatique, la floraison avançant, eh bien, c'est bien un des constats du changement climatique, les dégâts dus au gel augmentent. Et pour prendre une bonne décision politique derrière, c'est-à-dire d'adapter les variétés, d'adapter les espèces, de changer d'aire de répartition de la plupart des arbres fruitiers en France, il faut que les politiques prennent conscience de ce problème scientifique. Et mon rôle est d'apporter ce gap entre la science et le politique pour qu'on prenne les meilleures décisions. Et toutes ces connaissances, toutes ces informations, vous les diffusez sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où vous vous faites insulter à peu près toutes les, toutes les minutes, toutes les 5 minutes. Pourquoi vous continuez à faire ça? Est-ce qu'il y a une vertu pédagogique à essayer de confronter les climato-sceptiques? Vous savez, quand je communique sur risque, en général, je travaille avec des faits. Globalement, j'essaye de faire cette pédagogie pour que nos agriculteurs, qui me suivent en grande quantité sur les réseaux sociaux, s'adaptent au changement climatique, que ce soit les politiques, les agriculteurs ou d'autres types de décisionnaires. Alors qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux pour mon physique ou pour d'autres aspects de ma science, ça m'est complètement égal. Parce qu'il faut savoir que 5% des personnes qui m'insultent représentent une minorité, mais 95% des mails que je reçois en privé sont des mails qui me remercient en fait des préventions que je fais sur les réseaux sociaux. Donc je continue pour cette majorité silencieuse sur laquelle je dois continuer. Quand vous voyez, de temps en temps, les climato-sceptiques sont souvent anonymes, et quand vous voyez qu'aujourd'hui le climato-scepticisme touche même la classe politique, puisqu'aujourd'hui l'environnement n'est plus véritablement à la mode dans le monde politique, qu'est-ce que vous en pensez justement de ces politiques qui se servent de ça? Alors l'environnement n'a pas à être à la mode, l'écologie n'a pas à être à la mode, pourtant, et la climatologie n'a pas à être à la mode. C'est une science de long terme. C'est une science d'adaptation. C'est une science dont les décisions qu'on prend maintenant ont des impacts sur nos enfants dans 20, 30 ans. Donc ce que je trouve dommage dans la politique, c'est qu'on est sur une politique du pansement suivant l'ère du temps. Suivant l'ère du temps. Il faut se détacher de la politique du pansement et réfléchir à la science à long terme. C'est notamment sur ça que je communique sur les réseaux sociaux. Alors, Cédric Gras, on vous connaît pour vos livres, notamment vous avez raconté des récits de montagne, les alpinistes de Staline, les alpinistes de Mao, vous avez raconté aussi votre expérience en Ukraine. Là, vous êtes parti carrément dans les steppes de l'Asie centrale, c'est un peu loin, non? Mais ça vient vous allez d'habitude, non? Ça vient des montagnes. C'est-à-dire, à force d'avoir un usage un peu récréatif de la montagne, faire du ski, de l'alpinisme, etc., je me suis posé la question de où va toute cette eau? Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu compliqué de prendre la montagne seulement pour un décor de théâtre, de vacances, de sport, d'exploit. Et je me suis intéressé à la destination de cette eau de fonte. Et c'est après être notamment tombé sur un des plus gros glaciers de la planète, qui s'appelle le glacier Fetchenko au Tadjikistan, que j'ai compris qu'en réalité, toute cette eau de fonte, elle s'écoulait sur des milliers de kilomètres jusqu'à ce qu'on appelait la mer d'Aral et qui n'existe plus. Presque plus. On va regarder une carte juste de la région où se trouve la mer d'Aral. Comment vous pourriez me décrire un petit peu cette région avec ses affluents? Cette partie de l'Asie centrale est désertique. Au mieux, ce sont des steppes semi-arides. Donc, ces deux fleuves que vous voyez, le Sirdaria et la Moudaria, sont un petit peu comme à l'Asie centrale ce que le Nil est à l'Égypte. Sans eux, pas de vie. Et ce, aujourd'hui, comme pour les premières civilisations. Donc, ces deux fleuves, à l'époque, abondaient la mer d'Aral, qui n'est pas une mer, qui est un lac. C'est un système lacustre qu'on appelle endorhéique en géographie.
En gros, ça veut dire que c'est une mer fermée, c'est une cuvette que l'eau de ces fleuves remplissait. Si ces fleuves meurent, si ces fleuves se tarissent, si ces fleuves n'arrivent plus jusqu'à la mer, eh bien la mer s'évapore progressivement. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Donc moi, j'ai remonté le plus important de ces deux fleuves, l'Amou Daria, qui n'arrive plus du tout jusqu'à la dernière nappe d'eau de la mer d'Aral. C'est-à-dire 100% des eaux du fleuve est consommée avant d'arriver sur ce qui était les rivages de la mer d'Aral. Et dans votre livre, vous dites que c'est le plus grand désastre écologique de l'histoire contemporaine. C'est ce qu'on a dit à l'époque, dans les années 90. On a aussi employé l'expression de Tchernobyl de l'Asie centrale, puisque ça ressemble à un accident environnemental, comme un peu par analogie. C'était en URSS, tout ça par analogie avec l'accident nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. En tout cas, ça a été un des désastres écologiques les plus frappants, parce que la disparition d'une mer, fut-elle un lac, évidemment, ça frappe les esprits. C'était quand même 2 fois la Belgique en superficie, qui est aujourd'hui devenue à 95% un désert. Enfin, ça sera bientôt 95%. Il n'y a que les Kazakhs au nord qui ont réussi à sauver en fermant une baie avec une digue, une toute petite partie qui représente moins de 5% de la surface initiale. Et donc, cette catastrophe écologique, elle est née de la surexploitation agricole. Donc, on parle du blé, du riz, bien sûr, et surtout du coton, de l'or blanc. Vous pouvez nous expliquer, en fait, tous les pays se sont servis, en fait, de ces fleuves en détournant même les cours. Alors, tous ces pays, à l'époque, faisaient partie de ce qu'on appelait l'URSS. C'était plutôt Moscou qui décidait que localement. Moscou attribuait des objectifs de production qu'on appelait des plans quinquennaux. Et on avait notamment assigné à l'Ouzbékistan, mais aussi au Turkménistan, voire aussi un petit peu au Tadjikistan, la monoculture pratiquement du coton. Le coton consomme énormément. En plus, on est sur des régions où les sols sont assez salins. Il faut laver les sols, d'abord avec une première inondation, première mise en eau, et puis il y a plusieurs arrosages qu'on appelle des mises en eau dans l'année. Donc tout cela a entraîné le développement de canaux d'irrigation, et on a creusé tellement de canaux qu'au final, on a pris toute l'eau du fleuve. Il faut lire votre livre, Cédric Gras, Les routes de la soif, voyage aux sources de la mer d'Aral, publié chez Stock. Et si on veut vous voir en action, parce qu'on s'étonne toujours des gens qui écrivent, savoir s'ils font vraiment le voyage, et ben on peut regarder sur Arte, bien sûr, aux sources de la mer d'Aral, dans lequel vous remontez les cours d'eau qui alimentent cette mer quasi asséchée. C'est disponible sur arte.tv jusqu'au 21 septembre. Merci beaucoup, Cédric Gras, d'être passé ce soir par 28 minutes. Bonsoir, Blancali. Bonsoir. Alors, vous êtes danseuse, chorégraphe, présidente de la Grande Halle et du Parc de la Villette. Vous serez d'ailleurs à la scène musicale à partir du 23 septembre pour la reprise du Bal de Paris. C'est un spectacle, en fait, en réalité virtuelle. Il y a un groupe de spectateurs qui vient, qui met un casque, et ensuite on est immergé, et là on est guidé par des danseurs dans un monde un peu fantastique. D'où vous est venue justement cette idée de mélanger danse et réalité virtuelle? Et j'aime beaucoup la technologie et j'ai travaillé avec toutes les nouvelles technologies depuis beaucoup d'années parce que c'est quelque chose qui m'inspire pour justement dire que je peux inventer quelque chose qui n'a jamais été fait. Et ça c'est quelque chose toujours qui m'inspire beaucoup et me donne envie de me lancer dans des aventures impossibles un peu parce que c'est des aventures un peu impossibles. Donc j'ai eu cette idée quand j'ai mis pour la première fois un casque en réalité virtuelle, j'ai vu le potentiel dans le spectacle vivant et donc j'ai eu cette idée de créer un spectacle dans lequel le public, il est vraiment comme s'il venait sur scène avec nous. Donc les danseurs sont sur scène, le public est sur scène et tout le monde est équipé avec un casque de réalité virtuelle et il se voit avec sous forme d'un avatar. On peut parler, on se voit tous, on voit les danseurs, on danse ensemble, on se touche, on participe. C'est très drôle, c'est pour toute la famille, tous les âges et c'est une expérience très ludique. Vous venez de le décrire très bien, justement, le public qui se mélange avec les danseurs. Vous avez comparé ça dans un entretien à l'esprit des Jeux Olympiques, au fait d'être ensemble. Est-ce que ça, c'est presque un projet politique ? Et c'est sûr que pour moi, la danse, c'est une forme d'art qui nous permet de célébrer beaucoup de choses et d'être ensemble. Et danser ensemble et à travers des grands événements, c'est quelque chose de très joyeux et qui nous permet justement de vivre des moments uniques et de vrais partages. Et c'est ça que j'aime aussi des fois dans mon métier, c'est d'imaginer des projets qui vont pouvoir faire que le public il participe à notre profession des danseurs et qui peut se dire moi aussi aujourd'hui j'étais danseur. C'est ça. Alors Julia, on va voir avec vous que les robots, eh bien, eux aussi débarquent dans le monde de la danse. Et si les robots dansaient aussi bien que nous, la question se pose. Quand on voit par exemple le magnifique ballet de 16 robots humanoïdes en janvier dernier à l'occasion du Nouvel An chinois, ils ont interprété sur scène une danse traditionnelle. Je vous laisse découvrir.
Ce robot-là, il est appelé H1. Il a été créé par la société chinoise Unitree. Il mesure 1,75 m et en plus de danser, il arrive même à faire des saltos arrière. Incroyable. Alors Blanca-Lee, on sait que vous avez déjà travaillé sur ce rapport entre les humains et les robots. Est-ce que vous seriez prête à, par exemple, créer un spectacle uniquement avec des robots? J'ai fait un spectacle en 2013 avec les robots humanoïdes. C'était les robots Nao. Et on avait fait, j'avais 8 danseurs et 8 robots. Et on avait réussi à faire des vraies chorégraphies. Et c'était quand même il y a quelques années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'aurais envie de faire un robot 2. Bon, parce que entre les moments que j'ai eu mes petits robots, qui étaient déjà quand même assez bien pour danser, et aujourd'hui, il y a une évolution incroyable dans la mobilité des robots. Mais c'est vrai que tout ce que vous faites, c'est assez iconoclaste, c'est inattendu dans le monde de la danse. Comment est-ce que vous regardez les tenants de l'orthodoxie de la danse? Et bon, je pense que maintenant, ils se sont un peu habitués à moi. Au début, ils ne comprenaient pas très bien. Et surtout que j'adore me réinventer à chaque fois, partir sur des aventures diverses. Mais c'est vrai que la danse pure est mon fil conducteur. Hein, c'est ce que j'aime le plus. Et je suis toujours entourée de danseurs magnifiques. Et tout ce que je fais, il y a quand même la danse derrière. Bonsoir Pierre-Yves Beaurepaire. Bonsoir. Alors vous êtes historien, professeur d'histoire moderne à l'université Côte d'Azur. Vous publiez Les sociétés secrètes des Rose-Croix aux Anonymous, 17e, 21e siècle chez Talandier. Alors Pierre-Yves Beaurepaire, aujourd'hui, quelle est la société secrète qui alimente le plus de fantasmes? Moi, je dirais tout ensemble, parce qu'en fait, non, c'est pas une réponse de Normand, mais elle tisse une sorte de trame où chacune reprend des éléments à l'autre. Ça permet une sorte de mise à jour en permanente. Donc moi, je dirais fondamentalement les Illuminati, mais quand j'ai travaillé justement dans le précédent livre sur les Illuminati, je me suis rendu compte que ça ne faisait sens que si on voyait avant-après. Et pour poursuivre justement sur les Illuminati, au départ, il y a une vraie société secrète créée en Allemagne, les Illuminaten, au XVIIIe siècle. Comment on passe d'un vrai fait réel à un délire complètement complotiste? Tout à fait, ça c'est passionnant parce qu'en fait, dans le cas des Illuminati, il y a effectivement au départ, pendant moins de 10 ans, une société historique qui a existé, documentée, et puis ensuite le mythe a complètement fait disparaître cette société pour être alimentée jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le cas des Rose-Croix que vous évoquiez tout à l'heure, c'est exactement le contraire. C'est une fiction littéraire proposée par des étudiants. Ça part pas toujours d'un fait réel. Voilà, c'est ça. Ça marche dans les deux sens. Ah ouais. Et là, ça a tellement plu parce que c'était la confrérie des invisibles, parce que il disait avoir des pouvoirs de communication à distance. Il y a toujours aussi quelque chose de l'utopie technicienne. Aussi, exactement. Et finalement, là, les gens se sont dit, elle n'existe pas, on va la créer. Et aujourd'hui, il y a encore des ordres néo-rosicruciens à travers le monde entier. Et c'est là où on voit le rôle tout de même qui est assez intéressant d'Internet sur ces sociétés secrètes. Parce que là, on parle tout de même, et vous en parlez, vous, du XVIIe au XXIe siècle, donc elles sont très anciennes, ces sociétés secrètes. Et il y a eu une résurgence vraiment avec les réseaux sociaux, une loupe. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était l'imprimé, c'était le manifeste anonyme. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est décrypter une image. Vous avez derrière la pyramide lors d'élection d'Emmanuel Macron. Et instantanément, ça devient quelque chose de révélateur. C'est-à-dire tous les signes que les sociétés secrètes sont censées... Elles sont tellement sûres d'elles-mêmes qu'elles laissent comme ça des traces. Alors, vous évoquiez justement les réseaux sociaux. Il y a aussi la question de la pop culture. Vous l'évoquez dans votre livre. Les sociétés secrètes irriguent la pop culture. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner récents de livres ou d'œuvres qui ont été influencés par ça? Dans tous les domaines, les jeux vidéo, Assassin's Creed, toute la série quand même qui a plus de 15 ans, surfe là-dessus. Vous l'avez aussi chez Marvel, Doctor Strange versus l'Illuminati, où il est jugé dans l'espace, preuve aussi que finalement ça se détache complètement de tout ancrage spatio-temporel. Donc on peut les mobiliser à tout point de vue. Il y a aussi Corto Maltese, par exemple. Corto Maltese, etc. Mais avec une forte dimension là, de création, alors que parfois on a vraiment du bas de gamme, mais ça fonctionne très bien. Donc. Est-ce que vous avez vous-même été initié par une société secrète? Vous pouvez pas nous le dire, peut-être? C'est ça, c'est le secret. J'ai terminé la conclusion en disant qu'on devient soi-même un peu, comment dire, en travaillant sur ces sujets-là, notre vision du monde, le risque d'être... Il y a une forme d'addiction quand même au secret, à la lecture secrète des choses. Merci beaucoup Pierre-Yves Beaurepaire d'être passé ce soir par 28 minutes et ce n'était pas un secret en plus. Walidia, vous êtes donc en tournée actuellement dans toute la France avec votre spectacle 1 heure à tuer.
Et vous savez que vous avez un point commun avec 28 minutes, figurez-vous. Je veux bien savoir lequel. Et oui, parce que votre spectacle s'appelle 1 heure à tuer, il dure 2 heures. Ouais. 28 minutes, ça dure plus de 40 minutes. On est donc des grands menteurs. Voilà. Et est-ce que, de temps en temps, on peut vous le reprocher, ça? Vous dites, ça dure, votre spectacle, c'est 1 heure à tuer, et en fait, c'est près de 2 heures. Ouais, il y en a qui ont des frais de babysitter derrière, qui me disent, t'aurais pu quand même prévenir que ça faisait le double. Mais bon, en général, si ça se passe bien, c'est mieux quand c'est un peu plus long. Ouais. Alors, vous commencez votre spectacle par cette question. Israël ou Palestine, c'est pour mettre une bonne ambiance tout de suite? Ouais, c'est pour montrer qu'il n'y a pas de sujet interdit, qu'à partir du moment où on reste dans des valeurs humaines, on peut parler de tout. Ouais. Et moi, c'est vraiment mon combat, parce qu'aujourd'hui, on sent que l'humour est sclérosé à tous les niveaux. Et je ne vais pas refaire l'histoire de France Inter, mais voilà, on met beaucoup de responsabilités sur l'humour, alors qu'on devrait en mettre beaucoup plus sur certains propos politiques ou médiatiques. Et en fait, je milite pour le droit d'expression des humoristes, où on a le droit d'aller sur tous les terrains qui nous chantent. Vous parlez en effet de tous les phénomènes de société et d'actualité, comme on va le regarder avec un extrait du spectacle, et notamment sur le féminisme. Non, mais en plus, c'est quand même, on est là, on rigole, mais c'est une technique bien rodée. Leur but, c'est de faire passer le féminisme pour un danger. C'est dangereux quand, le féminisme, concrètement? Parce que le féminisme, c'est des idées, c'est des manifs, c'est des livres. Bon. Allez, au pire, tu te coupes un doigt quand tu tournes une page, mais je veux dire, ça va. Il n'y a pas de grande violence liée au féminisme, tu vois. Après MeToo, il n'y a pas eu la grande nuit des maricides. Il n'y a pas eu le massacre de la Saint-Barthélébite, on est bien. Vous avez été chroniqueur sur France Inter, vous travaillez également pour Mediapart. Est-ce que ça fait de vous un humoriste de gauche? J'en sais rien. Moi, souvent, je m'attache à des valeurs. Je ne m'attache pas à un côté de l'hémicycle, en fait. Si quelqu'un est dans une valeur de partage, de respect de l'autre et de tolérance et d'équité sociale, s'il se trouve que c'est ça la gauche, ça veut dire que ça dit quand même un problème des autres. Ouais, donc voilà, moi, c'est les valeurs qui m'intéressent, c'est pas l'étiquette politique. Et ça existe vraiment, humour de droite ou humour de gauche, ou seulement la vanne est bonne ou elle n'est pas bonne? Je sais pas si on peut qualifier ça. Je pense que c'est, encore une fois, c'est plus une question de positionnement. Est-ce que c'est de l'humour d'humiliation? Est-ce que c'est de l'humour de domination? Est-ce que c'est de l'humour, justement, de lutte contre ça? C'est plus ça qu'un clivage politique, parce qu'il y a des gens qui se définissent comme de droite, qui viennent me voir et qui en fait sont d'accord avec moi. Je dis, alors t'es peut-être pas de droite, finalement. Alors moi, il y a une chose que je trouve assez étonnante chez vous, et ce qui vous définit aussi véritablement bien, Walidia, c'est votre gouaille, quoi qu'on en dise. Voilà, c'est vrai que vous avez une gouaille, on en parlait tout à l'heure dans votre portrait, il y a Audiard. Est-ce que ça... De temps en temps, devant le miroir, vous récitez des dialogues d'Audiard? Je les récite pas, mais je les regarde beaucoup, je les lis, je les admire. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à la langue française qui a été inventé avec ce type de dialogue-là. Évidemment, Audiard, c'est le phare de ça, mais c'est tellement spécifique au français. Je trouve que c'est la gymnastique de cerveau la plus intéressante qu'on a avec notre langue, et j'ai pas l'impression que ça existe ailleurs. Donc c'est un privilège en fait d'avoir ça, d'avoir 115 mots pour dire la même chose et d'avoir des fois des mots qui ne veulent rien dire et arriver à les coller dedans quand même. Et voilà, moi je trouve que notre langue elle est fantastique pour ça et j'adore faire ça. Merci Walidia. Allez, suite de notre séance de rattrapage des meilleurs moments de l'émission, et place au débat avec cette question qui prend source dans un paradoxe: l'avion est parfois moins cher que le train. Alors, faut-il faire payer davantage l'aérien? Et pour entamer les échanges, on retrouve Marion Lourd. 2 pourcentages pour le prix d'un, Jean-Mathieu, qui illustre donc cette différence de tarif entre le train et l'avion. Alors, le premier pourcentage, c'est 40%. Le rail est 40% moins cher que l'aérien quand il n'y a pas de correspondance, donc quand il y a une liaison directe entre deux villes. En revanche, dès qu'il y a une escale, une correspondance, eh bien, le rail devient 10% plus cher que l'avion. Alors j'ajoute que voler est 2,5 fois moins cher quand on rejoint une destination européenne. Vous qui appartenez à une des organisations qui ont coordonné ce rapport, Alexis Chailloux, comment vous en êtes arrivé à ce résultat en fait? Oui, alors peut-être une petite précision, on a regardé le prix le moins cher sur une journée en train et en avion, donc c'est pas une comparaison des prix moyens, c'est une comparaison du prix le moins cher dans la journée, parce que c'est finalement, on s'est mis dans la peau d'un usager, d'une personne qui veut se déplacer, et c'est ce qu'on va regarder. Mais c'est pas que les prix affichés, parce que parfois l'avion, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure quand on achète un billet. Oui, l'avion low cost en particulier, les Ouigo aussi que vous connaissez peut-être, où vous avez des prises en option, des bagages en option. Exactement, donc là on a pris le prix brut le plus bas vraiment pour comparer le prix d'entrée.
Et vous l'avez dit, donc sur les liaisons internes, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque le train est moins cher que l'avion. En revanche, et vous l'avez dit aussi, sur les liaisons européennes, là, on a un fossé qui sépare les deux modes de transport, puisque sur un Paris-Rome, par exemple, vous allez avoir des prix d'entrée en moyenne à 70 € pour un billet d'avion et 210 € pour un billet de train. Là, il y a un problème de signal prix. C'est-à-dire que si on veut que les Français choisissent le train parce que c'est beaucoup moins polluant, vous l'avez rappelé, il va falloir agir sur ce signal prix. Oui, c'est ça, mais c'est ça qui est assez étonnant parce que quand on le voit, Jean-Baptiste Djebbari, il y a Greenpeace donc, qui a trouvé un billet d'avion entre Marseille et Londres. Et un billet d'avion pour 15 €. Quand le billet de train, le moins cher, coûtait 188 € le même jour. C'est quand même incroyable de voir une telle différence. Oui, mais pour revenir un petit peu sur le débat et pour rebondir ce que disait Alexis Chailloux, je pense qu'il y a très peu de moments où le train est en tout cas le TGV est très facilement concurrent avec l'avion. Alors ça, c'est un cas un peu particulier parce que l'Eurostar est particulièrement cher. Oui. Et on y reviendra. L'Eurostar est aussi en monopole sur ces lignes. Mais en vérité, à chaque fois que le train et le TGV a été en concurrence avec l'avion, le train a gagné. Je prends 2 exemples. Le Paris-Bordeaux, ouvert en 2018. En 6 mois, vous avez quasiment toute la clientèle, quelques exceptions près, qui voyageait sur l'avion et qui finalement a pris le train 2h04, un service extraordinaire. Bref, le train a gagné. Pareil sur le Paris-Strasbourg. Donc environ à 2h, 2h30 de trajet, le train, le TGV notamment, gagne toujours face à l'avion. Alors, Guénaël, on voit bien qu'il y a des points de vue qui peuvent être différents, mais quelle est la perception des Français? Ils ont l'impression que le train ou l'avion est plus cher? Alors, peut-être d'abord savoir de qui on parle. Chaque année, il y a environ 2/3 des Français qui partent en vacances. 65% des Français qui partent en vacances pour les petites vacances, pour les grandes vacances. Parmi ceux qui partent en vacances, il y en a 85% qui partent en France. Et parmi eux, en fait, la majeure partie utilise, pareil, pour 8 vacanciers sur 10, la voiture. La voiture, en fait, c'est la voiture. Reste, bien sûr, voilà. c'est ça, oui. Après, c'est à part égale entre le train et l'avion. C'est-à-dire 25-26% utilisent le train et l'avion. Mais au total, ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, en France, il y a 19%, un Français sur 5, qui empruntent l'avion chaque année. Un Français sur 5, on peut dire déjà, ou beaucoup, enfin c'est... voilà. Et en moyenne, c'est pour 2 trajets aller-retour par an. Donc déjà, ça permet de voir qu'on ne parle pas de tous les Français, je pense. Après, pourquoi est-ce qu'on prend l'avion? Ceux qui prennent l'avion le prennent d'abord parce que... Alors, il y a 2 contraintes de temps dans nos vies. Hein. Il y a 2 contraintes dans nos vies, la contrainte de temps et la contrainte prix. La première raison, c'est parce que c'est plus pratique, c'est plus rapide. La deuxième raison, c'est parce qu'on se rend dans une destination qui n'est pas accessible autrement. Et la troisième raison, c'est la raison du prix, parce que c'est plus avantageux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la tendance globale, c'est que sur le territoire hexagonal, on prend moins l'avion pour se déplacer, donc il faut s'en féliciter. Les bonnes nouvelles écologiques sont suffisamment rares, il faut le dire. En revanche, le secteur aérien, le trafic aérien explose à l'échelle européenne. Et pourquoi à l'intérieur, finalement, il n'explose plus? C'est parce qu'en effet, l'offre ferroviaire est plaisante et suffisante peut-être pour les Français, ou alors c'est qu'il y a une conscience écologique qui se met en place et ils se disent eh ben, l'avion pour un petit trajet, je ne le prends pas. Pour tout en général, mais d'abord parce qu'on a la géographie qu'on a, c'est-à-dire qu'on est un pays qui est hyper centralisé, avec en gros Paris et son étoile, et quand même un réseau qui est très développé, qui a notamment beaucoup développé les trains à grande vitesse. Et donc pour des raisons de contraintes de temps et de prix, dès lors que vous avez un TGV qui remplit son office, et qui fait effectivement du point à point, qui permet là aussi de la productivité dans le train, évidemment il trouve son public. Moi je pense que d'une manière générale, enfin on a parlé un peu de complémentarité, on a vu ce que politiquement ça a fait d'essayer d'opposer des modes. Rappelez-vous, il était très bon ton pendant des années d'être contre le nucléaire, et pour l'éolien et le solaire, on voit bien que ça affaiblit finalement le fait de comme ça, de ne pas agir en complémentarité, de monter les modes les uns contre les autres, alors que dans les faits, les Français font ce qu'ils font. Mais dans les faits, il y a quand même par rapport au nucléaire et l'autre, c'est-à-dire que là, l'avion pollue, le train, non. Oui, alors c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est là où vraiment il faut raisonner décarbonation et capacité à faire des choses, au lieu d'avoir des discours moraux. Le seul secteur industriel au monde sur lequel la France a une capacité de décarboner de façon industrielle, c'est l'aviation. Alors, on va continuer. On maîtrise les moteurs, on maîtrise toute la filière. On va en parler de ça dans un instant. C'est vraiment, pour le coup, insuffisant. Guénaël Gault, ce qui est sûr, c'est que la conscience écologique, quand même, est de plus en plus forte dans la société, notamment chez les nouvelles générations. Comment ils voyagent, les jeunes, aujourd'hui, et quels sont leurs critères de sélection quand ils partent et qu'ils se disent est-ce que je vais prendre plutôt le train ou l'avion? Alors, justement, ce qui est intéressant, parmi les 19% donc, de Français qui prennent l'avion chaque année, en fait, on retrouve surreprésenter 2 populations, c'est-à-dire les catégories socio-professionnelles supérieures et les plus jeunes.
Les plus jeunes voyagent beaucoup et aspirent à voyager beaucoup, aspirent à avoir de l'expérience. D'ailleurs, on dit, voilà, les voyages forment la jeunesse et ça continue d'être vraiment le cas. Et on trouve, en fait, chez les plus jeunes, les écarts les plus marqués. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement des jeunes qui ne voyagent plus du tout en avion, qui ont vraiment décidé de ne plus du tout voyager en avion. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un touriste français sur 10 qui décide de ne plus prendre l'avion, et plus encore les plus jeunes. Et en même temps, les plus jeunes sont aussi ceux qui prennent le plus l'avion pour des petits voyages, par exemple des petits voyages en week-end, parce que c'est souvent aussi, ils ne possèdent pas de voiture, ils sont aussi des contraintes de temps. Donc on retrouve en fait les deux extrêmes chez les plus jeunes, qu'on retrouve dans la société de manière générale, mais encore plus marqués. Bon, Alexis Chaillot, du coup c'est réglé, ça veut dire que dans quelques années, finalement, plus personne ne prendra l'avion et tout le monde prendra le train, c'est ça, non? Malheureusement non, parce qu'on voit qu'il y a quand même une contradiction et le signal prix dont on parle depuis le début de cette émission, il contribue. Vous parlez du nucléaire. En fait, il y a un problème, c'est comme si ça coûtait moins cher d'acheter une nouvelle machine à laver que de la réparer. Forcément, vous allez aller sur un nouvel achat. Or, ce serait plus écologique de réparer votre machine à laver. Là, c'est pareil. En fait, c'est pas une question morale, c'est une question financière. Paris-Rome, 70 €. Paris-Rome, 210 €. Moi, le choix est fait. Ouais. Alors, Julia, avec vous, on va voir que bientôt, alors ça c'est très concret, hein, les bagages cabines pourraient coûter d'ailleurs moins cher aux passagers. Pourquoi? Parce que les grandes compagnies aériennes européennes ont décidé de se mettre d'accord sur une taille commune pour, vous savez, ce petit bagage à main qu'on emporte gratuitement et qu'on place sous le siège devant soi en cabine. L'association Airlines for Europe, qui représente ces grandes compagnies aériennes, a fixé les dimensions à 40 cm de hauteur, 30 cm de largeur et 15 cm de profondeur. Alors, quel est l'objectif? Eh bien, c'est d'harmoniser les pratiques. C'est le Parlement européen qui a mis la pression sur ces compagnies aériennes, car jusqu'à présent, c'est un peu le Far West dans les aéroports quand vient le moment d'enregistrer les valises, car chaque compagnie applique ses propres règles. Vous l'avez peut-être déjà vécu, ça, Jean-Mathieu. Si votre bagage cabine a le malheur de dépasser de quelques centimètres, certaines compagnies, notamment les compagnies low cost, surfacturent. Selon UFC Que Choisir, ça peut monter jusqu'à 280 € en plus. C'est pas rien. Une pratique jugée abusive à tel point que l'Espagne a infligé des amendes records de 179 millions d'euros à des compagnies aériennes. Alors, ce nouvel accord, il sera appliqué d'ici la fin de l'été. C'est donc plutôt une bonne nouvelle, on pense, pour les voyageurs. Jean-Baptiste Djebbari, mais est-ce que ça ne va pas pousser les gens, notamment, à plus prendre l'avion? Bon, il y a eu deux choses que l'aviation a inventées et qui ont été reprises par le ferroviaire. Il y a la tarification dynamique, ce qu'on appelle le yield management. Ça a été beaucoup repris, notamment par la SNCF en France et de manière générale. Bon, c'est vraiment répondre au principe. C'est des tarifs qui sont croissants au fur et à mesure qu'il y a moins de place dans le train. Ce qui permet aussi de faire des petits prix et donc des prix d'appel. Mais c'est vraiment aujourd'hui une pratique qui est adoptée par tous les opérateurs de transport. Et puis il y a le fait de standardiser, alors par contrainte dans l'avion, de standardiser notamment les bagages. Et c'est vrai que l'industrie de l'aviation a pendant très longtemps essayé de découpler les tarifs. Grosso modo, vous achetez un siège et autour du siège, vous achetez des services, plus de cabines, plus de place pour les jambes. Et c'est vrai que le fait de déréguler, d'avoir des opérateurs low cost qui deviennent très forts et assez dominants sur des trajets courts, et le fait que les passagers ne veulent pas payer le bagage en soute, ça a amené effectivement ce Far West. Là, je pense que pour le coup, du point de vue du consommateur, si on raisonne comme ça, d'abord, je ne crois pas que ce soit très particulièrement inductif pour le trafic. Je pense que par contre, ça va résoudre beaucoup de problèmes à la fois dans les files d'attente et des problèmes très pratiques à bord des avions. Donc je vois tout ça d'un bon œil. Alexis Chaillot, est-ce que justement là, on n'est pas au cœur du problème? C'est-à-dire, en gros, est-ce que nos engagements climatiques résistent à cette politique pour un meilleur pouvoir d'achat? En tout cas, le business model du low cost qui vise à baisser les coûts au maximum, à séparer le siège et les autres options, ajouter à ça la tarification dynamique dont parlait Jean-Baptiste Djebbari, fait que vous allez avoir des billets d'avion à 15 €. D'accord, donc Paris-Prague, Paris-Lisbonne, prix d'appel 15 €. Et ce n'est pas des cas isolés. C'est-à-dire que nous, on a regardé au niveau européen, sur 21 liaisons, un tiers, on a trouvé des billets à 15 €. Donc là, c'est pas le prix que vous payez, hein. C'est le prix qui est affiché. C'est le prix qui est affiché. Vous pouvez payer 15 €. Après, il y a souvent des options qui rajoutent. C'est 30% pour Ryanair qu'on rajoute en général, mais ça reste extrêmement bas. Et là, ça a un effet inductif. C'est même le business model des low cost, c'est-à-dire de vous pousser à faire un voyage que peut-être vous n'aviez même pas prévu à ce prix-là, où vous avez des systèmes comme Google Flights, où vous pouvez dire je pars de telle ville à telle date, et ils vous proposent le moins cher. Voilà. Et ça, c'est complètement contraire à nos engagements climatiques, en tout cas à nos objectifs climatiques, et c'est absolument pas une fatalité. Ça veut dire que s'il y avait une fiscalité plus juste sur l'aérien, on n'aurait pas des billets à 15 € et on aurait de l'argent pour pouvoir baisser le train.
Alors, pour rendre le train plus attractif, les associations environnementales, comme la vôtre, proposent de mettre fin aux exonérations fiscales qui existent dans l'aérien. Par exemple, il n'y a pas de taxe sur le kérosène et il y a une TVA sur les billets qui s'élève à 10% au lieu de 20% sur les billets internationaux. Jean-Baptiste Djebari, on se demande au fond, c'est vrai, pourquoi le secteur aérien n'est pas traité fiscalement pareil que le ferroviaire, par exemple. Mais on peut faire l'exercice, hein. Il y a un problème d'ordre de grandeur. Si vous faites l'exercice factuel sur la France, de regarder combien l'État subventionne les deux secteurs, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on subventionne en moyenne par an 10 à 12 milliards le secteur ferroviaire, et pour des très bonnes raisons, il y a un très grand réseau. On prend simplement les travaux de régénération par an, c'est 3 milliards. Et donc, de fait, vous n'arriverez pas à compresser ces coûts-là. On a un réseau de 27 000 km, il y a des coûts, et ils sont importants, et tant mieux, c'est aussi l'action publique. Si vous prenez le secteur de l'aérien, en gros, vous prenez absolument toutes les mesures fiscales, c'est 600 millions par an. Si vous rajoutez, allez, admettons que la taxe kérosène au max en France, c'est vraiment le max du max, ça fasse 3 milliards d'euros, vous arrivez à un secteur de l'aérien qui serait financé en taxant au max de ce qu'on peut taxer, de 3 milliards d'euros. Donc 3 milliards pour l'aérien, taxé possiblement, 12 milliards pour le ferroviaire. Donc de toute façon, c'est une illusion de continuer ces débats fiscaux parce qu'en termes d'ordre de grandeur, vous n'y arriverez jamais. Et là où moi je ne comprends pas du tout cette écologie de la conflictualité, c'est que quand vous faites ça, par définition, le transport aérien étant global, vous abîmez qui? Vous abîmez les acteurs du transport aérien français. Et ça, c'est une réalité tangible. L'effet récessif, c'est sur les boîtes françaises, les emplois qualifiés français. Et par définition, je suis en total désaccord avec Alexis, que je respecte beaucoup par ailleurs. D'abord, le marché européen, il n'est pas du tout en croissance explosive. Il y a des secteurs, en Indonésie, oui, en Inde, oui, en Chine, oui, pas en Europe. On retrouve à peine le niveau de 2019. À force d'avoir une approche très morale des choses et à ne pas se soucier de ce que veulent les gens, vous finissez d'abord, à être en contradiction avec ce que font les gens, et deuxièmement, vous abîmez votre tissu productif ici. Et ça, c'est une aberration politique. Alexis Chailloux, justement, sur... Encore une fois, il n'y a rien de moral. C'est vraiment les émissions de CO2, elles sont physiques. Elles ne sont pas morales, elles sont dans l'atmosphère. Et sur cette taxation, finalement, qui serait pas aussi rentable et qui ne nous rapporterait pas autant que ça? On n'a absolument pas les mêmes ordres de grandeur, donc je ne sais pas si on peut développer là, mais par exemple, nous, on a estimé qu'une taxe sur le... Enfin, I4C, qui est un think tank, a développé que c'est 6 milliards d'euros par an, auquel on pourrait ajouter 3 milliards de TVA s'il y avait un taux normal. Je précise juste que la TVA sur les vols internationaux n'est pas à 10%, mais à 0%. C'est-à-dire que vous avez quand même une injustice, vous partez en voiture. En vacances, vous payez une taxe sur le carburant, vous partez en avion. Non. Vous allez acheter un vélo, vous payez 20% de TVA. Vous partez en avion, 0%. Il y a quand même une injustice. Et juste une précision par rapport à ce qui a été dit, les autres gros hubs aéroportuaires, donc les principaux aéroports en Europe, que sont Londres, Amsterdam, Francfort, ont des taxes bien plus élevées que la France. Donc il n'y a absolument pas de risque en se comparant avec des aéroports comparables de fuite de personnes qui iraient dans d'autres pays. Donc on a largement la capacité pour augmenter la fiscalité aérienne, et ce n'est pas pour l'augmenter en soi, c'est pour pouvoir baisser le prix des billets de train avec ça. On nous parle de déficit budgétaire. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent et on a un secteur polluant qui ne paye pas autant de taxes qu'il devrait. Donc là, il y a une partie de la réponse. Le Père Lachaise a-t-il bâti sa renommée sur un mensonge? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Dans les années 1780, au cœur de Paris, le cimetière des Innocents suffoque sous le poids des morts. Les corps s'entassent depuis des siècles dans ce petit enclos du quartier des Halles. Un jour, l'impensable se produit. Le mur d'une cave voisine s'effondre, déversant une marée macabre de cadavres en décomposition. L'odeur est insoutenable. Des miasmes putrides envahissent les rues adjacentes. Les riverains, terrifiés, alertent les autorités. À cette époque, les médecins sont convaincus que ces exhalaisons transportent des maladies. Le lieutenant de police Lenoir ne peut plus détourner le regard. En 1786, il prend une décision radicale, vider entièrement le cimetière et transférer les ossements dans d'anciennes carrières. Pendant 2 longues années, un ballet funèbre se joue dans les rues de Paris. Chaque nuit, des charrettes bâchées traversent la capitale en direction des futures catacombes. Des prêtres les escortent, psalmodiant l'office des morts, tandis que les Parisiens se barricadent chez eux, terrifiés par ce cortège d'outre-tombe. Traumatisés par ces scènes d'horreur, les autorités décident aussi de créer de nouveaux cimetières, mais loin du centre-ville cette fois. C'est ainsi qu'en 1804, le préfet de la Seine achète un vaste domaine à l'est de Paris. Le Père Lachaise est né. Pour attirer les Parisiens réticents à l'idée d'être enterrés si loin du centre, une stratégie ingénieuse est mise en place. On décide de transférer les restes de personnages illustres comme Molière et La Fontaine. Mais voilà le hic. Après un siècle sous terre, retrouver les ossements relève de l'impossible. Qu'importe, on prélève quelques os anonymes, on les place dans de somptueux monuments et le tour est joué.
La stratégie fonctionne, les riches familles parisiennes s'arrachent désormais les concessions perpétuelles pour reposer près de ces célébrités, même si les tombes en question sont probablement vides. Voilà, vous dînerez moins bête. À vous, Théophile Cossa et Marjorie Adelson. Théophile, on commence avec vous. Ah, c'était il y a un an. Et oui, l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, ça nous manque pas presque, en fait beaucoup, hein, autant le dire. Et en parlant de JO d'été, on se projette déjà dans les prochains. On vient de l'apprendre, le Qatar d'ailleurs est candidat pour les accueillir en 2036. Hein. Ouais. L'occasion de se demander, Théophile, les candidatures aux JO, comment ça marche ? Oui, je sais, 2036, oui. C'est loin. Avant, il y aura en 2028 Los Angeles, en 2032 Brisbane, en Australie. Mais on se projette déjà, on regarde déjà après. Bah oui, parce que pour le pays qui recevra les Jeux, évidemment, il faut anticiper, construire. Rendez-vous compte, hein, en 2024, Paris a reçu 11 millions de visiteurs, ouais. C'est énorme. La procédure d'attribution se joue donc très en amont, menée par le CIO, le Comité international olympique. Vous savez, hein, c'est l'organisation qui décide tout, c'est le garant, le gardien des JO, composé d'une centaine de membres actifs, cooptés de toutes les nationalités, ou presque. Pour beaucoup d'anciens champions, comme Tony Estanguet, ils ont la lourde tâche de voter pour désigner les pays hôtes. À noter qu'un membre du CIO ne peut pas, bien sûr, voter si l'élection concerne son pays. Et ça se passe comment, alors, cette procédure pour candidater? Alors, elle a changé avec l'attribution des Jeux à Brisbane. Fini le temps où les pays devaient candidater, vous savez, 10 ans en avance et faire une longue campagne jusqu'au vote. Le cadre, désormais, c'est ce qu'on appelle le dialogue continu. Grosso modo, plus de dossiers de candidature classiques où les pays doivent cocher des cases. Le CIO leur fait directement des retours personnalisés. Ça permet de laisser sa chance à tout le monde. Et l'autre nouveauté, c'est la confidentialité des discussions. Maintenant, les candidats n'ont plus à se faire connaître publiquement jusqu'à la phase finale des votes. Oui, mais pourtant, là, le Qatar a annoncé qu'il était candidat. Oui, c'est vrai. Il a fait le choix de ne pas avancer masqué. Vous savez, pour le Qatar, le sport, c'est un enjeu majeur d'influence. Son émir est propriétaire du PSG. Ils ont organisé la Coupe du monde de foot en 2022, les championnats du monde de natation et de handball également. Le Qatar était déjà candidat pour les JO de 2032. Bref, le Qatar l'assure, il est prêt. Et il n'est pas le seul dans les starting blocks. L'Inde, la Corée du Sud, la Turquie, la Hongrie et l'Afrique du Sud avancent aussi à visage découvert. Et selon l'ex-président du CIO, il y aurait encore d'autres candidats. Alors, est-ce que le Qatar peut l'avoir? C'est la grande question. Pour le savoir, patience. On ne connaît pas encore la date du vote, mais traditionnellement, vous savez, il y a une alternance des continents. En Europe, en 2024, c'était en Europe. En 2028, ce sera en Amérique, en Océanie, en 2032. L'Asie a donc toutes ses chances. Mais attention, l'Afrique n'a jamais accueilli les Jeux Olympiques. Et tiens, la nouvelle présidente du CIO est zimbabwéenne. Je dis ça, je dis rien. La Russie en tenue, en tout cas pour 2036. Marjorie, avec vous, on va parler d'un sondage qui vient de paraître, et c'est assez incroyable, puisque les Français, apparemment, ont l'habitude de mentir sur leurs vacances. Oui, alors vous et nous, Jean-Mathieu, on n'est pas concernés, hein, car difficile de cacher quand même qu'on est ici tous les soirs. On est juste à Saint-Tropez, mais bon... Oui, voilà, c'est ça, c'est la plage, là. En revanche, plus d'un Français sur deux a déjà menti sur ses vacances. Et oui, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'assumer qu'on a passé 3 semaines à supporter sa belle-mère, quand à côté, votre voisin de bureau, lui, revient doré comme une crêpe de son voyage en Grèce. D'ailleurs, parmi les mensonges les plus fréquents, est-ce que vous savez ce qu'on retrouve? Non, alors, le soleil, non? Ouais, oui, mais du coup, d'abord, la destination, voilà. Ouais, et ensuite, la durée des vacances. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, quand on demande aux Français où est-ce qu'ils iraient s'ils pouvaient partir n'importe où, vous avez raison, Jean-Mathieu, 1 sur 3 choisit une plage paradisiaque et 1 sur 5 une croisière dans le monde. Bon, ça, c'est pour les rêves, sauf que la réalité, elle est bien différente, notamment à cause d'un élément perturbateur qu'on appelle l'inflation. Près d'1 Français sur 2 affirme ainsi qu'elle impacte leur été. D'ailleurs, cette année, 40% des Français ne partent pas en vacances. Et parmi ceux qui partent, 40% ont carrément dû avoir recours à un crédit pour justement supporter cette pause estivale. Mais alors, pourquoi mentir en fait, sur ces vacances? Eh bien, en fait, pour sauver les apparences. Parce qu'en France, on le sait, depuis l'instauration des congés payés en 1936, les vacances font vraiment partie de notre culture. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a une pression sociale. Nos vacances, comme tout objet de consommation, elles disent quelque chose de nous. Si par exemple, moi, je vous dis que je pars faire une randonnée nudiste, ou que je vous dis je pars chez mes parents, oui, ou encore dans un hôtel 5 étoiles à l'autre bout du monde, ça ne raconte pas la même chose de moi.
Or, les vacances, pour certains, eh bien, elles sont devenues justement une manière de se raconter à travers des récits de voyage. Voilà, et on imagine que les réseaux sociaux ne doivent pas arranger la chose. Hein. Non, ils aggravent même la situation, mais ce n'est pas le cas uniquement en France. Hein. Aux États-Unis, par exemple, il existe même des startups qui créent pour vous des fausses vacances. Alors, ça s'appelle fake vacation, qu'on pourrait traduire par simule tes vacances. Et alors là, ils ont vraiment tout prévu. Alors, vous choisissez d'abord où vous voulez aller, hein, si c'est les Bahamas ou je ne sais pas moi, New York, et ils se chargent de faire le montage pour vous. D'ailleurs, le slogan, il est très clair, c'est « Rendez vos amis envieux ». Alors, là où ça devient complètement fou, c'est que certaines startups louent carrément des décors qui s'adaptent à vos envies. Par exemple, des faux jets privés, mais là, c'est pour des budgets plus conséquents, de type influenceur. En revanche, avec l'IA, eh bien, les mensonges, ils sont comment? Ils sont gratuits. Beaucoup de personnes avouent retoucher quand même régulièrement leurs photos et sans que ça leur coûte de l'argent, seulement du temps. Et c'est vrai que c'est quand même très chronophage. Au final, on en revient donc à travailler pour montrer qu'on est en vacances. Et ça, c'est quand même un comble. Et oui, vous avez raison. Merci beaucoup, Marjorie. Merci Victor Decuyver de nous rendre tous les soirs moins bêtes. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour rebondir sur la chronique de Théophile Cossa, on se quitte en musique avec un hymne qui nous renvoie à l'an passé, oui, en longtemps, et une certaine géostalgie. Allez, demain, c'est avec Benjamin Sportouche que vous avez rendez-vous pour le club de 28 minutes. Bien sûr, moi je vous retrouve lundi. Tchuss.